Hello à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Arnaud, je t'aide à devenir développeur grâce à des tutos pratiques et des formations complètes. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser le local storage dans React.js. Ça va nous permettre de mémoriser toutes les données de notre choix et pouvoir les resservir à la prochaine visite d'un utilisateur. C'est un chapitre hyper utile pour obtenir une persistance des états dans une application et tu verras que ça nous donne aussi un champ d'action encore plus large. Je te rappelle que tu peux consulter la formation complète sur React.js en te rendant sur la playlist. Je te mets le lien en description. Alors fais-toi plaisir, abonne-toi, commente et laisse surtout ton plus gros like pour envoyer de la force à la chaîne. Si t'es prêt, on démarre maintenant pour en savoir plus sur le local storage dans React.js. Imagine ne plus perdre tes données à chaque fois que tu fermes ton navigateur. C'est plutôt cool, non ? Alors, qu'est-ce que c'est que le local storage ? Le local storage, c'est une simple fonctionnalité qui est déjà intégrée dans ton navigateur web. Il va te permettre de stocker des données localement sur l'ordinateur de l'utilisateur. Ces données seront conservées même après la fermeture. C'est ce qui va nous intéresser justement. Les données qui vont être stockées dans le local storage ne sont pas envoyées au serveur à chaque requête, ce qui le rend rapide et accessible, par contre, uniquement côté client. Donc attention, sa capacité de stockage est limitée à environ 5 à 10 MO par domaine suivant le navigateur. Contrairement aux cookies, les données ne sont pas incluses dans les requêtes HTTP, ce qui réduit la charge réseau. Elles sont persistantes, donc disponibles, même après le rechargement ou la fermeture du navigateur. C'est quelque chose qui va rester en local dans le navigateur. C'est donc en gros une mémoire locale. Alors je te donne un exemple concret d'utilisation. Tu peux mémoriser par exemple les préférences d'un utilisateur. Tu peux sauvegarder ses préférences telles que le thème qu'il a choisi d'utiliser, clair ou sombre, la langue qu'il aura choisie ou d'autres choses. Tu peux également stocker des données de formulaire que tu vas enregistrer en fait temporairement pour éviter une perte de saisie. Par exemple, un rechargement de page. Ça te permet de pouvoir lui réinitialiser son formulaire si tu as un long formulaire à soumettre. Tu peux également, et ça c'est souvent utilisé, préserver par exemple un panier d'achat. Conserver le contenu du panier d'achat sur un site e-commerce, même après que l'utilisateur ait fermé son navigateur. Ça va te permettre une reprise de l'expérience de shopping. Plutôt que la personne quitte ton site sans avoir validé son panier et revienne et soit obligé de renseigner son panier, eh ben tu lui recharges l'application au moment où il est parti. Tu as aussi la possibilité de préserver des sessions de jeu ou des sessions d'application, comme par exemple stocker les progrès d'un utilisateur dans un jeu ou les données d'une application web, typiquement une fenêtre modale qui aurait été ouverte par exemple. Une deuxième visite, tu peux ouvrir une fenêtre modale à la deuxième visite pour dire « Hey, n'oublie pas d'acheter le produit », proposer une remise spéciale à la quatrième visite, etc., etc. Tu vois, c'est tout des choses que tu vas pouvoir dynamiser grâce à ton local storage. Alors, il y a quand même des caractéristiques importantes à comprendre. Le local storage est incomparable à une base de données, d'accord ? C'est pas en remplacement d'une base de données. Le local storage est simple et léger. Il est conçu pour stocker de petites quantités de données. Contrairement à une base de données, lui, il va pas offrir du tout de fonctionnalités de requête complexes, de transactions ou de sécurité renforcée. Ça, c'est important. C'est simplement, d'accord, ici, un espace de stockage rudimentaire pour les données de session ou des paramètres d'utilisateur, d'accord ? On va pas du tout remplacer le local storage par une base de données. C'est pas du tout le but et c'est pas du tout sécurisé. C'est pas fait pour ça. De toute façon, comme je te l'ai dit, sa capacité est limitée. Comme on l'a vu, la plupart des navigateurs vont offrir entre 5 et 10 MO de capacité de stockage par domaine. Donc ça le rend idéal pour les données légères comme des préférences utilisateurs ou des petites quantités d'informations comme on l'a dit. Ici, les données vont être persistantes et c'est ça qui nous intéresse. Mais attention, elles ne seront pas sécurisées. Bien que les données soient persistantes, elles ne sont pas protégées par des mécanismes de sécurité robustes. Toute personne ayant accès au navigateur de la personne va pouvoir potentiellement voir et modifier ces données via des outils de développement. Nous, tu verras qu'on ira regarder ce qu'il y a dans le local storage avec la console, d'accord, tout simplement. Donc en bref, il ne remplace pas du tout une base de données. Il faut apprendre à l'utiliser dans le bon contexte. C'est très intéressant à utiliser, mais il ne remplace pas la base de données. Il y a donc des limites à prendre en compte. Premièrement, l'effacement des données. Les données qui vont être stockées dans le local storage peuvent être perdues. Il suffit que l'utilisateur vide son cache, supprime manuellement lui-même les données du local storage via les outils du développement, s'il sait le faire, ou utiliser une extension tout simplement de navigateur qui va nettoyer ces données à chaque fois qu'il va fermer son navigateur. Donc, ça ne doit jamais être une source de vérité. C'est pas parce que tu as stocké des choses dans le local storage de l'utilisateur que ces choses ne pourront pas être supprimées. Il a la possibilité de le faire. Par exemple, il y en a une qui me vient en tête, c'est la navigation privée. Si tu navigues en mode navigation privée ou incognito avec ton navigateur, le local storage va être soit désactivé, soit isolé pendant la session privée de l'utilisateur, mais effacé ensuite. Ce qui signifie que les données ne seront pas accessibles une fois la session fermée. C'est aussi tout l'objectif de la navigation privée. Tu n'as pas nécessairement envie que les sites web rentrent des cookies sur ton local storage pour pouvoir te récupérer, te retracer, voir où tu navigues, sur quel site, etc. Qu'est-ce que tu as fait sur d'autres sites, etc., etc. Donc, et ça m'emmène sur un troisième point très important, c'est que les données ne sont pas partagées entre les navigateurs ou les différents appareils. Comme tu l'as compris, le local storage, c'est quelque chose qui va être spécifique à ton navigateur et donc à ton appareil. Les données que tu vas stocker à l'intérieur ne sont pas partagées entre ces navigateurs. Par exemple, si tu sauvegardes tes données en visitant
le site avec Chrome et que tu y retournes sur le même ordinateur mais avec Firefox, tu auras deux local storage différents. Alors si tu le fais avec un ordinateur et un téléphone, tu auras le même résultat. Donc un utilisateur, et c'est très important à comprendre, qui va mémoriser les données dans Chrome, ne les aura pas nécessairement sur Firefox et inversement. Donc en résumé, le local storage, c'est donc un outil très pratique pour enrichir l'expérience utilisateur en conservant des données localement et de manière persistante. Mais il est essentiel de comprendre ses limitations et les cas d'utilisation appropriés pour en tirer justement le meilleur parti. Ok, je te mets une petite illustration pour illustrer un petit peu ça. Donc ici, tu vas voir ton navigateur. Ça va être Chrome, Firefox, ce que tu veux. Ça peut être un téléphone, le navigateur que tu utilises sur ton téléphone mobile. Et ici, ça va être plutôt le local storage. Donc, tu imagines ça comme un serveur. Ça va être notre mémoire. C'est ici qu'on va ranger et stocker des informations qu'on voudra récupérer dans notre application. Il y a un local storage par nom de domaine. Donc, à partir du moment où l'utilisateur va se rendre sur ton nom de domaine, on va pouvoir accéder directement à la mémoire de son local storage. Alors, il n'existe pas énormément de méthodes pour travailler avec le local storage et tu verras que finalement, c'est ultra simple à utiliser. On va avoir la méthode setItem qui va nous permettre d'ajouter un élément. C'est une méthode qui va prendre en argument deux informations. La première qui sera une clé unique, on pourrait l'appeler un ID, d'accord, un identifiant, et sa valeur. Tu auras une méthode qui va s'appeler getItem et qui prendra en argument uniquement la clé. Cela va nous permettre de récupérer un élément dans le local storage. Tu as une troisième méthode qui sera removeItem suivie de la clé, qui nous permettra de supprimer un élément en particulier. Et une quatrième méthode plus générale, le clear, qui va nous permettre d'effacer entièrement toutes les données stockées du local storage de l'utilisateur. Donc si on essaie de décortiquer un petit peu l'API du local storage, donc les méthodes qu'on vient de citer, ici je te montre la méthode qui va nous permettre d'ajouter un élément dans le local storage. On va utiliser donc la méthode setItem. C'est une méthode qui va nous permettre d'ajouter ou de mettre à jour une entrée dans le local storage. Le premier argument, c'est la clé, un identifiant unique. Et le second, ça va être une valeur qui doit être une chaîne de caractères. C'est très important, mais on en parle juste après. Donc ici, je te montre une ligne de code qui permet de stocker quelque chose dans le local storage. Ici, on va utiliser local storage. La méthode setItem, suivie de la clé qui pour nous sera username et de sa valeur qui sera John. Ça va nous permettre de stocker la valeur John sous la clé identifiable username. Comme on l'aura stocké sous une clé qui sera identifiable pour nous et qui s'appellera username, on va avoir la possibilité de la récupérer. Ici, je te montre une méthode pour récupérer un élément dans le local storage en utilisant la méthode donc getItem suivie de la clé. Ici pour nous, username. Donc ici, on va utiliser ça pour récupérer une valeur associée à une clé spécifique. Si la clé n'existe pas, elle retournera tout simplement nulle. Exemple ici, on va déclarer une variable qui s'appellera username, qui sera égale à localstorage.getItem. Et là, ici, on indique la clé qu'on a utilisée au moment d'ajouter l'élément. Ici, cette ligne de code va nous permettre tout simplement de récupérer la valeur associée à username. Ici, username vaudra John. On a cette troisième méthode donc qui nous permet de supprimer un élément dans le local storage. Ici, tu l'as compris, il suffit simplement de renseigner la clé et d'utiliser la méthode removeItem. Ça va supprimer l'entrée unique qui s'appellera username du local storage. On a bien entendu la méthode clear qui, elle, n'est pas vraiment à expliquer. Localstorage.clear, boum, je vide complètement le local storage du domaine. C'est très simple. Donc, rappel important quand même, les valeurs dans le local storage doivent être des chaînes de caractères. Ça, c'est hyper important. Il n'existe pas de méthode à proprement dit pour modifier un item, un élément dans ton local storage. On va pouvoir soit supprimer l'élément puis le reconstruire directement, soit le reconstruire, à comprendre donc ajouter un nouvel élément, mais avec la même clé. Donc si j'ajoute un élément username et que je décide de le modifier, il suffit que je rajoute un élément avec toujours la même clé username et il va remplacer automatiquement cet élément. Alors on a dit évidemment qu'on était obligé de stocker des chaînes de caractères. Alors, qu'est-ce qui arrive si on a besoin de stocker un objet, comme par exemple ici? Là, c'est très simple. Les valeurs dans le local storage doivent être des chaînes de caractères uniquement. Mais pour stocker des objets, il faut simplement les convertir en JSON avec la méthode JSON Stringify. Et pour les récupérer, on utilisera plutôt JSON parse. Donc ici, par exemple, je crée une constante qui va s'appeler mon objet. Ce sera égal à un objet avec un ID et un titre, tout simplement. Ici, on a un objet donc. J'utilise la méthode localstorage.setItem pour ajouter un élément. Je lui donne une clé que je vais nommer par exemple objectKey et ici sa valeur. Plutôt que de mettre directement l'objet, étant donné que c'est un objet et pas une chaîne de caractères, je vais utiliser la méthode JSON Stringify. À l'intérieur, je vais mettre mon objet et ça va me le convertir en une chaîne de caractères. Donc tu vois que c'est possible de le faire tout simplement, à condition d'utiliser la bonne méthode. Ici, cette ligne va convertir l'objet passé en chaîne de caractères avant de le stocker dans ton local storage. Alors évidemment, si tu as fait ça, tu vas récupérer une chaîne de caractères et non un objet. Donc tu as la même méthode qui va te permettre de récupérer cette fois-ci ta chaîne de caractères pour la convertir en un objet. Ici, on va déclarer un objet, on va le passer dans JSON parse, local storage getItem, donc on va aller récupérer
l'item de clé mon objet, et ça va nous rendre notre objet. Du coup, dans notre code, on pourra réutiliser notre objet en tant qu'objet et pas en tant que chaîne de caractères. Ici, cette ligne de code convertit tout simplement la chaîne qui a été récupérée en un objet JavaScript pour l'utilisation dans le code. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu es prêt, je te propose de passer à l'exercice pratique. Tu verras que c'est assez simple, mais par contre, c'est méga utile pour la suite de tes opérations. Alors, dans les épisodes précédents, on a réalisé une liste de tâches. C'était une petite application qui nous permettait ici d'ajouter des tâches et de retrouver nos tâches. Tu n'es pas obligé de refaire le parcours de cette formation, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu l'as pas suivi, sache que c'est dans l'épisode précédent de la formation React.js. Nous, on va justement se servir un petit peu de notre infrastructure React pour pouvoir tester un petit peu le local storage. Et puis en fin d'épisode, en fin d'exercice, ce que je te propose, c'est de mettre à jour un petit peu le code qui nous a permis de réaliser notre liste de tâches pour avoir justement une persistance de nos états et pouvoir retrouver la liste de tâches à la fermeture du navigateur pour pouvoir reprogrammer l'application là où l'utilisateur s'était arrêté. Donc petit rappel, je te mets la playlist de la formation React.js en description. Tu te rends dans l'épisode précédent si tu souhaites réaliser l'application complète. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc si tu veux le faire, fais-le. Si tu l'as déjà fait, tant mieux, on peut poursuivre. C'est évidemment quelque chose que tu peux pratiquer en dehors de notre application, d'accord? C'est juste un concept. Ça va juste me permettre de pouvoir conceptualiser un petit peu tout ce que j'ai envie de t'apprendre dans cette formation. Donc si je me rends dans le projet à ce niveau-là, je vais pouvoir me rendre dans les sources. Tu peux faire ça dans n'importe quel projet React. Tout va bien. Je vais me rendre dans les composants et comme on a fait les choses intelligemment, on a travaillé dans un container. Pour rappel, ce container me permet de redispatcher un petit peu les outils que vont pouvoir utiliser les différents composants de notre application. Comme par exemple la nécessité de pouvoir supprimer une tâche, d'éditer une tâche ou d'ajouter une tâche. C'est quelque chose qu'on va transmettre aux composants enfants établis dans notre container. Donc nous, on va déjà se mettre ici à ce niveau-là, puis on va travailler au plus haut niveau pour essayer de voir un petit peu déjà comment on travaille avec ce local storage, vraiment de manière basique. Et puis ensuite, on viendra voir comment est-ce qu'on peut compléter un petit peu notre code pour ajouter le local storage à notre application de tâches. Allez, c'est parti. Ce que je te propose, c'est de commencer par créer un use effect, d'accord? Donc un hook qu'on a vu également dans les épisodes précédents. Donc, je lance un use effect et je l'importe, évidemment, de React. Je vais ouvrir à ce niveau-là la console de mon navigateur et je vais me rendre dans Appli. Alors, il est possible que chez toi, ce soit en anglais et que le terme appli soit pas exactement le même. On va se mettre ici et dans donc appli, on va avoir le stockage. Ici, je me trouve dans le stockage local de l'utilisateur et à ce niveau-là, je vais voir mon nom de domaine, qui est ici pour moi localhost 5173. Je vais rentrer à l'intérieur et ici j'ai tout un tas d'informations comme par exemple ici donc l'origine de la mémoire, la clé, la valeur et ici on verra qu'on peut observer un petit peu plus en détail les valeurs. Pour l'instant j'ai un local storage de vide, donc moi ce que je te propose de faire c'est de voir comment est-ce qu'on va ajouter, récupérer, supprimer, voire même complètement effacer notre local storage. Donc dans notre use effect, on va ajouter un nouvel élément. On va utiliser la méthode setItem. Comme on l'a dit, on va avoir la possibilité de renseigner la clé, puis la valeur. Donc la clé, on l'appelle comme on veut. Ici, on va l'appeler username et on va lui mettre une valeur John Doe. Étant donné que je suis dans un use effect, ce code va être joué directement au lancement de mon application. Donc je sauvegarde et je vois ce qui se passe ici dans mon tableau. J'ai sauvegardé, j'ai donc bien une clé username et une valeur John Doe. Donc, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe si je recharge mon application. Tout va bien. J'ai la donnée qui est persistante. Je vais ici commenter ce code, puis supprimer, d'accord, pour éviter d'ajouter à chaque fois l'élément au local storage. Je vais faire la même opération, je vais réactualiser. Je vois bien que j'ai toujours ces mêmes données. Si je sors carrément de la page et que je me re-rends sur l'application, si j'ouvre le local storage, j'ai bien à ce niveau-là une donnée totalement persistante. Donc j'ai la possibilité de récupérer le nom de l'utilisateur à chaque fois que cette personne va se connecter. Si par exemple au niveau de mon code, un petit peu plus bas, je décide à ce niveau-là de mettre un H1 suivi du nom de l'utilisateur, je vais pouvoir utiliser la méthode getItem. Donc ici je vais par exemple me mettre en JSX. Je vais indiquer donc local storage suivi de la méthode getItem qui me permet de récupérer un élément. Et ici, j'ai simplement besoin d'indiquer sa clé comme on l'a vu dans la partie théorique. Ici, pour nous, ça sera username. Je vais sauvegarder. Ici, j'ai bien l'apparition de John Doe. Comme je te l'ai expliqué, c'est quelque chose qu'on ne stocke plus dans le local storage. Donc, au chargement de mon application, ici, je vais avoir la donnée persistante John Doe qui va donc persister tant que l'utilisateur ou nous-mêmes l'auront supprimé. Alors ici, je te montre
qu'un utilisateur a la capacité de pouvoir supprimer des informations. Par exemple, ici, en cliquant droit, tu as la possibilité de modifier les informations à l'intérieur, mais tu as aussi la possibilité de supprimer tout simplement cette donnée-là. En actualisant, on a tout simplement perdu la donnée. C'est quelque chose qui n'est plus dans le local storage, donc notre application a perdu sa mémoire. Donc tu vois bien que c'est quelque chose qui va être stocké sur le navigateur de l'utilisateur. Donc si l'utilisateur utilise des systèmes de navigation qui lui permettent de supprimer son cache ou de naviguer en mode incognito, tu n'auras absolument pas cette persistance d'informations. Donc ça, c'est très important à retenir. Maintenant qu'on a étudié un petit peu ça, je vais remettre l'information au niveau de mon local storage de cette manière. Je vais pouvoir le recommenter. On a une méthode qui nous permet maintenant de supprimer volontairement une information. Donc ici, je vais, tu vois, volontairement en mettre 2. Par exemple, âge, on va mettre 25. Je vais sauvegarder. Donc tu vois que ça me fait une deuxième clé. Je peux mettre par exemple pays. Je vais mettre ici France. Je sauvegarde, voilà, ça me permet d'avoir un jeu de données à l'intérieur. Là, on le voit, si je décide de modifier âge, tu vois, par exemple, il suffit simplement de réajouter l'information avec une clé existante. Donc ici, par exemple, 28. Et de cette manière, je vais pouvoir modifier les informations. Voilà. Maintenant que j'ai un petit peu de données dans mon local storage pour pouvoir les supprimer, je vais te montrer la méthode remove item. Donc on pourrait le contrôler à partir d'un bouton, à partir d'une fonction, bien entendu. Là, je le fais à partir du use effect pour aller plus vite. Donc, toujours pareil, local storage.remove item. Comme ça, c'est mieux. Et ici, on a simplement besoin de la clé, d'accord? Pas besoin de valeur ici. Je vais simplement renseigner la valeur de la clé username pour pouvoir supprimer la clé username de mon application. Je vais donc sauvegarder. J'ai bien supprimé la valeur ici dans mon local storage. Donc si je recharge mon application, je n'ai plus accès à cette propriété. La valeur username a été détruite du local storage. On n'y a plus accès, mais on a quand même accès à d'autres informations du local storage. On pourrait évidemment, et là tu l'auras compris, exécuter directement la méthode clear, qui elle va tout simplement nous permettre de supprimer l'intégralité des informations disponibles dans le local storage. Je sauvegarde, j'ai supprimé l'intégralité des informations. Voilà, on ne peut pas faire plus court que ça. Tu as compris comment est-ce qu'on utilise le local storage. On a utilisé toutes les méthodes qui sont disponibles. Et comme je te l'ai expliqué, le local storage, à toi d'être créatif pour savoir comment l'utiliser, dans quel contexte tu peux t'en servir pour pouvoir récupérer des informations, préserver des informations le temps d'une action de l'utilisateur, comme la création d'un panier, un formulaire, pourquoi pas transmettre des informations futures à ton utilisateur, comme la prochaine fois qu'il va se connecter. Tu peux aussi mémoriser la date de connexion pour pouvoir lui envoyer un message, une notification s'il ne s'est pas connecté depuis X mois, etc., etc. C'est vraiment des choses que tu vas pouvoir faire en étant créatif. Ici, pour rappel, on a une application qui nous permet de créer des tâches. Tâche 1, tâche 2, tâche 3. On a la possibilité de créer des tâches, on a la possibilité de supprimer des tâches et pourquoi pas de traiter des tâches en completed ou incompleted. Ça, c'était notre exercice précédent. Parce que je te propose, c'est de revoir un petit peu le code qui nous a permis d'établir ça pour justement éviter qu'au prochain chargement de l'application, l'utilisateur soit obligé de renseigner toutes ces tâches, puisque là, on a perdu complètement l'utilité de notre application TaskFlow. Donc évidemment, ce n'est pas nécessairement comme ça que tu dois utiliser le local storage, mais je vais te permettre de voir un petit peu comment tout ça fonctionne avec des objets de données par exemple. Puisqu'ici, on est sur quelque chose de très light, donc on n'a pas nécessairement besoin de base de données pour le faire fonctionner. Allez, je vais supprimer ça qui était là uniquement pour l'exemple. Donc le plan d'action, c'est quoi ? Au démarrage, on va souhaiter initialiser les tâches depuis le local storage. Donc, on va tout simplement aller vérifier si on a des informations dans notre local storage. Pour ça, on va donc utiliser le useEffect pour charger les tâches depuis le local storage lors du montage du composant. Si des tâches existent dans le local storage, on va les définir dans notre état local TaskList. D'accord? Donc ici, à chaque rechargement de l'application, notre état est vide. Nous, on va d'abord aller voir dans le local storage s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, on le complétera à ce niveau-là. De cette manière, l'utilisateur pourra récupérer déjà ses tâches. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va créer en interne une fonction utilitaire pour sauvegarder les tâches dans notre local storage. De cette manière, on appellera à chaque fois cette fonction lors d'un ajout, d'une édition ou d'une suppression de tâches. De cette manière, à chaque fois qu'on éditait, qu'on supprimait ou qu'on ajoutait une tâche, plutôt que de le faire en interne juste au niveau de notre état React, on va le faire également dans notre état local storage. De cette manière, le local storage reflètera exactement notre objet TaskList
qu'on pourra récupérer à chaque fois que l'utilisateur reviendra sur l'application. On va commencer. Je vais mettre mon local storage ici sur le côté pour pouvoir voir un petit peu ce qui s'y passe au fur et à mesure. Ici, sous notre état global, on va définir notre useEffect. On va créer une première variable qui sera égale aux informations qui seront dans notre local storage. Donc on va utiliser getItem pour aller chercher des informations. On va l'appeler cette variable storedTask par exemple. À quoi ça sera égal? Local storage. .getItem. Et ici, suivi de la clé qui sera utilisée dans le projet. Moi, je te propose de l'appeler TaskList pour ne pas faire plus compliqué. Je vais mettre comme ça pour que tu vois correctement, même si l'interface ressemblera plus à grand chose. Ici, on va tout simplement faire une condition. Si ça existe, parce que je te l'ai dit, si l'information n'existe pas, on verra arriver nul. Donc, si ça arrive et qu'on a bien quelque chose, donc on a des tâches de stocker dans notre local storage, dans ce cas-là, on va tout simplement mettre à jour notre état TaskList. Donc ici, on va tout simplement faire un set TaskList de storedTask. On va le faire comme ça dans un premier temps. Excuse-moi, mais ici, il faut déclarer la variable à un moment donné. Donc ici, ce sera une constante qu'on va renvoyer à ce niveau-là. Alors ici, il y a une erreur, j'espère que tu l'as comprise. C'est qu'à ce niveau-là, moi, lorsque je vais faire un getItem, je vais récupérer une chaîne de caractères et pas un array avec des objets à l'intérieur. Donc ici, c'est très important d'utiliser la méthode JSONParse pour pouvoir convertir ma chaîne de caractères en un objet de données. Donc ici, j'utilise JSONParse ici pour les formater, ces données-là. Et je les set uniquement si elles existent. Donc dans un premier temps, comme nous n'avons rien ajouté, et on le voit ici, on a un local storage de vide, on peut loguer, par exemple, storedTask pour voir à quoi ça ressemble. Je vais me rendre dans ma console plutôt ici. Ici, je vois bien que storedTask vaut nul. Comme ça vaut nul, je ne rentre pas dans cette condition, donc je ne set pas mon état à nul. Parce que si je ne faisais pas cette condition ici, mon objet TaskList vaudrait nul et mon code deviendrait problématique. Étant donné que dans mon code, je fais appel à un état qui est obligatoirement pour nous un array. D'accord? Donc c'est assez dangereux de convertir un array en une chaîne de caractères ou un objet nul en plein milieu de l'opération. Puisque derrière, si j'utilise des méthodes de map sur un tableau, il ne faut pas que ce paramètre ici, il ne faut pas que cette valeur, c'est la valeur de notre état par défaut, puisse devenir nul ou une chaîne de caractères. Donc ça va être la méthode qu'on va utiliser au rechargement de l'application pour régénérer notre état en fonction de ce qu'on aurait stocké dans notre local storage. Alors on va construire maintenant une méthode qui nous permet de sauvegarder dans notre local storage. De cette manière, on utilisera en permanence cette méthode-là dans notre code. On va créer une fonction qui s'appellera SaveTask to Local Storage, tout simplement. Cette fonction, elle prendra en paramètre les informations qu'on voudra stocker. Disons task. On aurait pu mettre TaskList, pourquoi pas. Cette fonction, elle va être très simple. On va utiliser donc local storage. On va faire un setItem. Donc là, on a besoin de préciser deux choses, à la fois la clé et la valeur, puisqu'ici, cette méthode va nous permettre d'ajouter cet item. Donc on va utiliser exactement la même clé pour éviter d'avoir des problèmes dans notre application, puisque c'est possible que tu les écrives pas de la même façon et te retrouves avec des bugs de programmation. Et cette fois-ci, on va utiliser la méthode stringify de JSON qui va nous permettre de convertir nos données de TaskList en une chaîne de caractères. Donc JSON, stringify, et on va aller chercher l'élément qu'on lui aura donné en paramètres. On peut sauvegarder, du coup on a construit un outil qui va nous permettre assez facilement de stocker dans notre local storage. Je vais d'ailleurs me remettre ici dans le local storage. Et puis on va voir pour ajouter une information au moment de l'ajout d'une tâche. Donc ici quand je réalise un ajout de tâche, j'utilise uniquement mon état global dans mon application. D'accord? C'est ce qu'on fait ici. On construit une nouvelle tâche, on l'incrémente dans
l'array de notre tâche, de notre liste, et on met à jour notre état local, d'accord? Mais on ne travaille pas dans le local storage. Tout notre objectif, ça va être de le faire à ce niveau-là, pour pouvoir avoir cette donnée persistante dans notre état. Donc on va se mettre tout simplement à ce niveau-là. On va créer par exemple une constante qu'on va appeler updatedTask. Donc ça sera les tâches modifiées. Ça, c'est égal à un array, d'accord? Dans lequel on va retrouver taskList et la nouvelle tâche. C'est exactement ce qu'on a fait ici. En réalité, si on veut même être un peu plus pro, on pourrait faire ça, tout simplement. D'accord? C'est juste pour te montrer que je le décompose, en fait. Ici, donc, on envoie les tâches modifiées, qui sont ni plus ni moins qu'une incrémentation de nos tâches existantes plus la nouvelle tâche. Et on se sert de la fonction SaveTask2LocalStorage, qui prend en argument uniquement les informations à mémoriser. Ici, UpdatedTask. En gros, je fais exactement la même chose. À la fois, je mets à jour mon état local pour travailler dans mon application, mais à la fois, je viens le mettre en mémoire dans mon local storage. Je sauvegarde et j'ajoute une nouvelle tâche pour voir un petit peu comment ça se passe. Tâche 1, j'appuie sur Entrée. J'ai bien créé ma nouvelle tâche d'un point de vue de mon état local, de mon state React. Mais ici, j'ai donc une clé taskList qui va donc être un array dans lequel je vais retrouver un premier objet. Si je veux cliquer dessus pour avoir une meilleure visibilité, je vais pouvoir faire ça. Ici, j'ai bien donc ma tâche qui a été stockée en élément 0 ici de mon array. Je vais pouvoir ajouter une deuxième tâche. J'ai bien donc des informations qui sont persistantes. Étant donné qu'ici, on a créé un useEffect qui nous permet au premier chargement de l'application d'aller chercher la clé taskList, qui n'est ni plus ni moins que celle-ci. Et si elle existe, et là c'est le cas, de mettre à jour notre état local de notre application pour éviter que ce soit un array vide, mais un array qui a été converti à ce niveau-là de la chaîne de caractères en un array. Je vais me servir de la valeur que j'ai récupérée de mon local storage pour, hop, boum, remettre à jour mon état local. Donc à ce stade, si je actualise mon application, j'ai déjà une donnée qui est persistante, puisque mon local storage me permet de maintenir cette mémoire-là en local sur mon navigateur. Donc mon utilisateur va déjà, à ce stade, et tu vois que ça a été très très simple à réaliser, pouvoir se repointer sur mon application en ayant directement les informations qu'il avait déjà informées. Alors le problème de notre code ici, c'est que si on modifie une information, on ne va pas retrouver, tu vois ici, completed false pour le premier élément, d'ID 1, on ne va pas retrouver cette modification, parce qu'on n'a pas encore poursuivi le travail. Ce qu'on va faire au niveau de l'ajout, il faudra le faire au niveau de l'édition et au niveau de la suppression pour qu'on soit raccord, pour qu'à chaque fois que l'utilisateur fasse une modification, eh bien, on mette à jour tout simplement le local storage pour qu'à chaque fois, il reflète en gros la source de vérité qui est ni plus ni moins que notre état local. Il faut que ce soit toujours la même chose pour éviter de perdre les informations au fur et à mesure de notre travail. Donc pour ça, rien de plus simple, on va se rendre dans la fonction ici d'édition et c'est là où j'aimerais que tu comprennes un petit peu, si tu as suivi évidemment l'exercice précédent sur la création de notre application TaskFlow. Ici, c'est important de comprendre que comme on travaille dans le container, c'est un travail qui n'est pas très laborieux pour nous. Il suffit simplement qu'on modifie les outils qui sont ensuite transmis aux autres composants. Mais tu vois bien qu'ici, on ne va pas chercher dans le input comment est-ce qu'on ajoute quelque chose pour modifier des trucs. D'ailleurs, ça, c'est plus très utile. D'accord? C'est quelque chose sur lequel on peut travailler directement au niveau du composant parent de plus haut niveau. Et ça, je trouve que c'est quand même une bonne méthode à prendre en compte lorsque tu apprends à travailler dans React parce que c'est quelque chose qui va te permettre de travailler proprement. Donc ici, tu vois, on faisait un set de task list lors de l'édition dans laquelle on faisait ça. Ce que je te propose, c'est de le décomposer comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, plutôt que de faire ça un petit peu brutalement dans le set task list, je te propose de le mettre dans une variable qu'on va appeler UpdatedTask. Comprends ici que ce qu'on fait, c'est uniquement de la décomposition. D'accord? C'est de la propreté. C'est la même chose au final. D'accord? Donc, on fait cette tâche ici dans cette variable. Et cette variable, c'est L qu'on set. D'accord? Donc d'abord on fait cette tâche et on l'assigne ici, et ça on le set. Donc c'est le même résultat. Mais comme on l'a décomposé, on a la possibilité de faire encore une fois le save task to local storage. Donc comme on l'a mis encore une fois ça dans une fonction, ça nous évite d'avoir à dupliquer à chaque fois du code. C'est toujours un souci de travailler proprement pour avoir une meilleure lisibilité, le moins de lignes possible. Et ça ici, on va l'appeler UpdatedTask. D'ailleurs, je l'avais incrémenté en camel case ici. On peut garder cette pratique-là, cette logique. Plus de propreté puisque j'en parle. Ici, je vais sauvegarder. Donc, j'ai un premier élément à ce niveau-là sur ma droite. Je vais me faire un peu de place, tant pis. Je vais me mettre comme ça. C'est toujours un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Donc, on voit bien ici que j'ai un premier élément, le premier qui s'appelle tâche 1,
qui est en completed false, si je le passe en true, je dois avoir une modification. Effectivement, completed est passé en true, je n'ai pas affecté le deuxième pour autant. Donc si j'actualise mon application, je vais bien retrouver non seulement les informations que j'ai imbriquées dans ma mémoire, mais en plus de ça, le bon statut. Ici, j'ai bien une modification qui s'est opérée, d'accord ? Je réactualise ma page. Un utilisateur qui revient 10 jours après, il a toujours les tâches actives et il a toujours les bons statuts de définis. D'ailleurs, l'application réagit en fonction. Tout fonctionne très bien pour nous, c'est parfait. Alors on va continuer puisqu'il est aussi question de pouvoir supprimer un élément, une tâche notamment ici de notre application. Bah tu l'auras compris, plutôt que de faire ça à ce niveau-là, on va le décomposer encore une fois, ici, dans un objet qu'on va appeler pareil, un updated task finalement, parce qu'on va modifier notre objet. On récupère les informations et c'est ça qu'on va setter à ce niveau-là. Donc c'est vraiment le même code typiquement, c'est juste que l'action est différente puisqu'ici on filtre pour faire un delete de la tâche qui aura été sélectionnée. Mais la méthode, elle, reste la même. D'où l'intérêt de l'avoir créé une seule et unique fonction Save Task to Local Storage. Je sauvegarde. Cette fois-ci, si je viens supprimer par exemple le premier élément pour garder uniquement la tâche 2 à l'écran, à la fois dans mon application, dans mon état React, mais dans mon local storage, je supprime la tâche 1. J'ai bien la deuxième tâche, ici ID 2, completed false, qui est dans la mémoire. Je peux toujours la modifier. Pas de problème là-dessus. Et je peux toujours sauvegarder. J'ai bien sauvegardé donc la mémoire de mon application. De cette manière, j'ai la possibilité de créer des tâches ici sans problème. Lors de la prochaine session de mon utilisateur, je vais avoir la possibilité de retrouver l'ensemble de mes tâches pour pouvoir poursuivre le travail sur mon application. J'espère que ça t'a plu, c'est vraiment génial. Le local storage va te permettre de faire des choses complètement dingues. Évidemment, ne le vois pas, comme je te l'ai dit, comme une base de données. Il y a une seule et unique méthode qu'on n'aurait pas vue nécessairement dans ce format, c'est-à-dire la conversion de notre application vers du local storage. C'est la méthode qui te permet de tout supprimer. Évidemment, parce que dans mon contexte, c'est pas très utile, mais j'aurais très bien pu, et tu peux le faire, si tu le souhaites, faire un petit bouton ici dans l'interface qui te permet par exemple de supprimer toutes tes tâches. Et ben, tu te crées tout simplement une fonction qui va te permettre de réinitialiser. Ici, on parle que de faire un set task list vers un objet vide, vers un array vide, pardon. Donc, ce serait la méthode pour tout désactiver. Et tu aurais la méthode, la même, ici, qui te permettrait de mettre à jour, ici, dans ton local storage, et plutôt que de lui passer tâche avec des informations, un array vide. Du coup, tu supprimes et tu désactives intégralement toutes les tâches de l'application, pourquoi pas. Et pour ça, tu utiliserais uniquement la méthode clear, par exemple, celle qu'on a vue dans cet épisode. Ok, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça génial à t'expliquer. Le local storage, c'est ultra simple, mais par contre, c'est fondamental et ça va te permettre de faire des trucs de grands malades. Donc, si tu as envie d'avoir des états un petit peu persistants, si tu as envie de pouvoir mémoriser certaines données, n'hésite pas à utiliser le local storage. Par contre, n'oublie pas que c'est quelque chose qui peut être supprimé de par l'utilisateur lui-même, puisque c'est sur son client qu'on travaille. Ce n'est pas une base de données et attention, il n'y a pas de sécurité, donc on ne vient pas sauvegarder des informations sensibles. Abonne-toi à la chaîne, envoie-moi de la force en mettant ton plus gros like, des petits commentaires et puis je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Allez, à bientôt, salut, ciao.